Au cours de cette rencontre, nous explorerons comment le secteur privé, en collaboration avec les gouvernements, les ONG locales et les communautés, peut jouer un rôle clé dans l'amélioration de l'accès et de la qualité des services de santé reproductive et de planification familiale, en particulier dans les contextes fragiles. La pause, s'il vous plaît. Previous one. Alors, je m'appelle Jaratou Kouyaté et je suis analyste politique pour le projet Momentum Facilitateur d'apprentissage financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Et je serai votre modératrice pour cette session. Avant de commencer, je voudrais passer en revue quelques aspects logistiques. Veuillez vous présenter dans le chat. Ce webinaire sera enregistré et posté sur la page YouTube de Momentum. Après le webinaire, nous partagerons la présentation avec les participants. Nous vous prions d'utiliser la fonction Q&A de Zoom pour poser vos questions tout au long du webinaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé par Momentum Facilitateur d'apprentissage qui fait partie de l'ensemble des projets Momentum. Momentum Facilitateur d'apprentissage sert de connecteur entre les différents projets en construisant des systèmes et en créant des outils pour partager des données et des informations afin de faire progresser l'apprentissage et de mieux atteindre l'objectif Momentum. Diapo suivante, s'il vous plaît. Avant de commencer, voici un aperçu de notre programme d'aujourd'hui. Nous commencerons par une présentation de Momentum Prestations de soins de santé privés pour découvrir leur mission. Ensuite, nous aborderons les raisons pour lesquelles le secteur privé est essentiel dans l'amélioration des services de planification familiale et de santé reproductive avant de passer aux stratégies d'engagement du secteur privé pour renforcer ses efforts. Momentum Résilience sanitaire intégrée nous présentera ensuite les objectifs de son projet et nous terminerons par un focus sur les collaborations avec les acteurs communautaires du secteur privé. Après les présentations, vous assisterez à un panel de discussion suivi d'une session de questions et réponses pendant laquelle nos experts répondront à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A de Zoom tout au long de ce webinaire pour poser vos questions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, nous avons aujourd'hui la chance de réunir un groupe d'experts qui partageront leurs connaissances et leur expertise sur ce sujet crucial. Il s'agit notamment de Bintou Traoré, chef de parti pour Momentum Prestations de soins de santé privés, de Dr Marie-Léa Dakouo, responsable de la qualité des soins et de l'implémentation des projets en santé reproductive et planification familiale de PSI Mali, de Dr Demba Traoré, directeur technique et responsable de la santé reproductive et de la planification familiale au sein de Momentum Résilience sanitaire intégrée, d'Oumamatou Touré, responsable du projet Momentum Résilience sanitaire intégrée à l'ONG GRIDEF. Et enfin, nous avons Dr Bourima Afo-Traoré, qui est le président de l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali. Et il tient aussi le poste de deuxième vice-président de la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour ouvrir ce webinaire, nous allons explorer une question essentielle. Pourquoi avons-nous besoin du secteur privé pour améliorer les services de planification familiale et de santé reproductive? Pour nous en dire plus, je passe la parole à Bintou Traoré, chef de parti pour Momentum, prestations de soins de santé privés et PSI au Mali. Merci, Jaratou, et bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de pouvoir parler ou
élaborer un peu plus sur cette question d'apprentissage clé. Et pour ce faire, je vais vous parler d'abord un peu plus du projet MPHD, en anglais Momentum Private Healthcare Delivery, et en français prestation des soins de santé. Momentum prestation des soins de santé est un projet global financé par l'USAID et qui a pour mission. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, l'objectif vraiment de ce projet est de pouvoir réduire la mortalité et la morbidité maternelle, néonatale et infantile en élargissant l'accès et l'utilisation d'informations de services et de produits de qualité fondés sur les données probantes et par l'intermédiaire des prestataires de santé. Diapo. Ce projet est mis en œuvre par un consortium d'organisations et aussi principalement par PSI qui assure le rôle du Prime. Et le consortium est composé des partenaires internationaux et locaux. Donc, comme partenaire international, nous avons FHI 360 qui assure la mise en œuvre des activités liées à la nutrition et la santé de l'enfant. Et JPIGO est notre partenaire de mise en œuvre pour toute activité liée au genre et les activités aussi liées à la santé de la mère et des enfants. Comme partenaire local, nous avons l'ONG Njigi qui travaille sous ce projet comme partenaire de mise en œuvre de toute activité liée au marketing social. Et plus précisément, il s'agit de la vente, la promotion et la distribution des produits de planification familiale dans toutes les zones d'intervention du projet. Nous travaillons également avec l'Alliance du secteur privé qui a pour mission principalement de s'assurer que toutes les structures de santé privées avec lesquelles MPHJ travaille ont une bonne connaissance des politiques, normes et procédures qui ont été établies par l'État et aussi joue un autre rôle capital qui est d'appuyer le projet dans toutes les activités liées à la collecte et la remontée des données de ces centres de santé privés de façon générale. Nous travaillons également avec l'Association des sages-femmes du Mali qui assure un rôle capital aussi qui est lié sur l'assurance de la qualité. Donc, l'Association des sages-femmes accompagne le projet surtout dans les activités de supervision, coaching et aussi les formations cliniques. Et également, cette association apporte un appui dans la collecte aussi des données venant du secteur privé. Et pour terminer, nous travaillons également avec le réseau des jeunes ambassadeurs qui travaillent surtout sur toute activité liée à la création de la demande en utilisant des approches de communication de changement de comportement pour sensibiliser les communautés et aussi informer les communautés sur les avantages et la disponibilité des services de santé de la reproduction qui sont disponibles dans le secteur privé ou les cliniques partenaires du projet MPHD. Diapo. Le projet intervient dans 5 régions du Mali et le district de Bamako. Et en ce qui concerne les régions, il s'agit précisément de la région de Kaï, Koulikoro, Mopti, Ségou et Sikasso. Et dans toutes ces zones d'intervention, le projet apporte un appui technique à 328 structures de santé privées de façon générale. Diapo. Donc, cette partie met fin. Cela représente la première partie qui était la découverte de MPHD. Et maintenant, nous allons continuer à aborder cette question principale d'apprentissage de pourquoi avons-nous besoin du secteur privé pour améliorer la planification familiale et la santé de la reproduction au Mali. Donc, je vais passer la parole à Dr Bourima Afo Traoré de l'Alliance du secteur privé qui va vous parler un peu plus de ce domaine ou de cette question. Merci. Ok, merci Bintou de m'avoir introduit. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Et avant tout, je voudrais vraiment remercier l'USAID et le PCI Mali de nous avoir donné cette occasion d'échange en ligne.
Alors, nous allons essayer de traiter un certain nombre de questions par rapport à pourquoi avons-nous besoin du secteur privé pour améliorer le planning familial dans le cadre de la santé de la reproduction. D'accord. Donc, le secteur privé, pratiquement, le besoin au secteur privé est devenu presque un impératif lorsque on veut améliorer vraiment la santé de la reproduction à travers le planning familial, et cela à plus d'un titre. Car le secteur privé et le secteur public, on reconnaît que le secteur public qui a le lead du système de santé de nos pays se trouve confronté à une multitude de sollicitations dont les services et les moyens nécessaires sont très souvent insuffisants. Et seul, il est incapable de pratiquement satisfaire la demande des services de soins de qualité. C'est une première raison. Une deuxième raison, c'est que il faut savoir que les données pratiquement du secteur privé sont pas prises en compte et il faut un système d'information sanitaire fiable et en ce moment, on a besoin des données du secteur privé. Donc, la libéralisation, vous savez que la libéralisation pratiquement du secteur privé dans nos pays a commencé depuis 1985 et de là avec pratiquement la déclaration en 1990. Donc, tout ceci, après des enquêtes que nous avons menées ici à travers la Banque mondiale et le, le Boston Consulting Group BCG, financé par la Banque mondiale, a permis de faire des études sur le secteur privé de la santé pour vraiment connaître la part de l'offre de soins. C'est ainsi que euh, nous pouvons dire aujourd'hui que le secteur privé de la santé fait 64% de visites médicales. 20% des utilisatrices du planning familial obtiennent leur méthode au niveau du secteur privé et 80% des examens complémentaires s'effectuent au niveau du secteur privé. Nous avons 90% des distributions des produits pharmaceutiques sont assurées par le secteur privé. C'est un grand secteur. C'est un grand secteur parce que nous avons à peu près 1564 établissements de santé à but lucratif et dont 1243 cabinets, 246 cliniques, 14 polycliniques et 61 infirmeries. Il existe aussi plus de 1675 établissements de santé privés à but non lucratif, savoir les CESCOM, les centres de santé communautaires, et aussi les confessionnels chrétiens, les confessionnels musulmans qui constituent à 40 structures. Diapo. C'est fort de ces constats pratiquement que l'alliance du secteur privé a été créée parce qu'il n'y avait pas un interlocuteur direct devant l'État et les partenaires techniques pour pouvoir vraiment participer pleinement au système de santé. Et il faut impérativement qu'il y ait cet engagement du secteur privé de la santé, malgré que la prestation de services de la santé du secteur privé reçoit moins de soutien et de supervision de la part du secteur public. Et il faut une meilleure collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Cela permettra une amélioration et pour assurer la qualité des soins. Il faut qu'il y ait une collecte et la communication efficace des données du secteur sur le secteur privé de la santé avec des indicateurs clés de santé. Et cela, une fois le secteur privé engagé, nous aurons ce qu'on appelle la cohésion. Cela permet une assurance de la cohésion du secteur privé dans le système de la santé. Euh, assez, par rapport à la question de savoir pourquoi un partenariat avec le secteur privé de la santé, il faut reconnaître que je viens juste de définir la taille pratiquement de l'offre de soins qui est effectuée au niveau du secteur privé de la santé. Alors, qui est constitué pratiquement, ce secteur est constitué des regroupements de femmes, de jeunes et des organisations fêtières. Ils sont à peu près à 18 composantes, donc avec des capacités pour assurer la disponibilité, la qualité et l'accessibilité des soins, notamment en matière de planning familial. Lorsque ce secteur privé est organisé, et le cas du Mali, la SPPSM, c'est cette plateforme qui permettra pratiquement
est capable de tirer profit des opportunités d'un engagement du public et privé qui sera très fort. Il faut reconnaître que le partenariat avec le projet MPHD est une aubaine pratiquement. C'est vraiment une aubaine qui, en plus d'une assistance au bureau exécutif, nous avons été renforcés sur le plan de capacité et surtout les prestataires de santé privés. Nous pouvons retenir que nous avons reçu des formations sur les normes, sur les politiques, normes et procédures PNP révisées en santé de la reproduction sur le plan planification familiale. Les structures de santé, les acteurs des structures de santé ont été formés pratiquement dans l'utilisation du DHH2 pour améliorer la remontée des données privées. Nous avons pu, à travers ce projet MPHD, pratiquement informatiser 73 centres de santé à travers la mise en place du dossier médical partagé qu'on appelle le DMP. Il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de contraintes liées à la mise à jour de ce dossier médical partagé. Donc, Diapo. OK. Alors, donc, c'était la partie qui concernait le secteur privé de la santé. Je vais laisser la parole à Dr Maliléa Dakou, qui est la responsable de la qualité des soins et l'implémentation des projets SRPF chez PSI Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Afo, de m'avoir passé la parole. Bonjour, chères mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi de vous partager un peu les stratégies phares qui ont été utilisées dans l'implémentation du projet MPHD pour l'engagement du secteur privé au Mali en matière de santé et aussi partager les quelques défis qui ont été rencontrés dans le déroulement de ce projet. Diapo, s'il vous plaît. Donc, les stratégies du projet Momentum prestation de soins de santé privée pour l'engagement du secteur privé au Mali sont axées se déroulent surtout avec les structures et les prestataires de santé privés dans le cadre du renforcement de la prestation de soins en matière des services intégrés, qui est axé surtout pour assurer la disponibilité d'une gamme de services en SRPF, en santé maternelle néonatale infantile, la nutrition et le WASH. C'était aussi de fournir des conseils centrés sur la personne et selon les besoins des populations telles que les jeunes et les adolescents. Une stratégie clé, c'est d'assurer aussi la qualité des soins à travers la supervision formative des prestataires, y compris le rapportage des données, et aussi assurer et appuyer le système d'approvisionnement des produits de services de santé dans le partenariat avec l'ONG Djigui, dont Bitou nous avait parlé. Mais en ce qui concerne la qualité des soins, ceci est surtout renforcé et déroulé avec le partenaire local que nous appelons l'Association des sages-femmes du Mali, qui comporte vraiment beaucoup de mentors, des experts qui ont l'expertise dans le renforcement de capacités des prestataires. L'engagement communautaire, y compris l'orientation vers les services de santé, qui est surtout soutenu par le partenaire local, le réseau des ambassadeurs en matière de santé, de la reproduction au Mali, le réseau des jeunes ambassadeurs. Et enfin, le partenariat avec les acteurs, comme spécifiquement, nous avons la chance d'avoir avec nous le président de l'Alliance du secteur privé pour un engagement accru dans le secteur de la santé au Mali. Diapo, s'il vous plaît. Maintenant, au décours de déroulement de toutes ces stratégies,
Nous n'avons fait que citer quelques-unes ici. Nous avons certes rencontré quelques défis qui sont spécialement axés sur la non-signature du protocole d'accord et de la charte du mémorandum partenariat public-privé dont nous avons pleinement besoin pour encore engager davantage le secteur privé pour soutenir le système de santé dans le pays. La non prise en compte des données de certains établissements de santé privés dans le système national 10, ça aussi, c'est un défi auquel nous avons été confrontés dans le déroulement du projet, et également la non prise en compte de certains établissements du secteur privé lors de la distribution des vaccins, des moustiquaires ou encore des formations offertes par le secteur public. C'est parce que nous savons que la distribution de ces vaccins et des moustiquaires, surtout en matière de prise en charge des enfants et aussi l'offre des services de santé maternelle, spécifiquement les consultations prénatales, la distribution des moustiquaires est vraiment capitale pour les établissements de santé privés et ceci pourrait davantage fidéliser les clients ou encore augmenter l'affluence de la clientèle. Diapo, s'il vous plaît. Et la collaboration avec l'Alliance du secteur privé, c'est un accompagnement et un partenariat avec PECI depuis 2021. Et quelles étaient les activités collaboratives? C'était l'appui à la mise en place d'un cadre de concertation publique-privée auprès du ministère de la Santé du Mali, un appui au processus de validation du mémorandum, partenariat public-privé auprès du ministère de la Santé du Mali, et c'était aussi d'appuyer le déploiement et le soutien du logiciel du dossier médical patient dont le président de l'Alliance du secteur privé du Mali nous a tantôt parlé. Et ceci dans certaines structures, nous allons voir le nombre de ces structures dans les résultats, et aussi le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles de l'Alliance du secteur privé pour la santé au Mali, aussi bien que les autres partenaires locaux pour l'amélioration des normes et politiques organisationnelles, l'établissement de leur plan stratégique, approvisionnement de leurs finances, des ressources humaines et administratives. Ça, c'est la photo de l'Assemblée générale pour l'élection du nouveau bureau de l'ASP, Alliance du secteur privé, où nous avons avec nous ici le président. S'il vous plaît. Étude de cas de l'Alliance du secteur privé. L'Alliance du secteur privé au Mali, occupant le poste de deuxième vice-président de la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé, l'Alliance du secteur privé au Mali joue un rôle essentiel dans le système de santé au Mali, spécifiquement l'existence d'un arrêté instituant le cadre de dialogue et de concertation public-privé, l'accompagnement de la formation des prestataires privés de santé et le partage des dernières procédures, normes et politiques en santé de la reproduction au Mali. Également, la participation de tous les programmes et à toutes les prises de décisions importantes pour le renforcement du système de santé au niveau pays. Et également le paramétrage du secteur privé dans les outils numériques comme le DSS2 national. Diapo, s'il vous plaît. Et voici, pour terminer, quelques résultats clés. Le déroulement de ces stratégies et de cette collaboration a permis de former 103 prestataires de santé privés dans les politiques, normes et procédures en santé de la reproduction au Mali. 72 établissements privés à but lucratif abritent aujourd'hui le logiciel de dossier médical
patients qui facilite vraiment la gestion de ces établissements de santé. 335 établissements de santé privés ont au moins un staff formé pour l'offre des services de planification familiale. Le président de l'ASP nous a dit tantôt que 20% des services de planification familiale sont offerts dans le secteur privé. En tout, 820 prestataires ont été renforcés en matière de compétences concernant la SMNI. 68% des établissements de santé privés avec un rapportage complet des données chaque mois. Et ceci, chaque mois, certains sites peuvent avoir rapporté le mois passé, ne pas rapporter ce mois-ci, et ceux qui ne l'étaient pas le font ce mois-ci. Et ceci est très bien suivi, comme l'a dit Bintou, avec l'association des sages-femmes du Mali qui appuie beaucoup PECI et les autres partenaires dans la collecte de ces données. 78 techniciens de surface ont été renforcés en matière de compétences concernant la prévention et le contrôle des infections et spécifiquement la gestion des déchets biomédicaux. 41 établissements de santé privés à but lucratif ont été renforcés en gestion de ressources humaines et en gestion financière, ce qui a été vraiment la bienvenue auprès de ces établissements. Si nous avons une doléance, c'est le cri de cœur des promoteurs des établissements de santé privés d'augmenter encore le nombre de ces sites concernant cette thématique. Ici prend fin ma présentation. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci, Dr. Darkour, pour ces éclaircissements sur les stratégies d'engagement du secteur privé ainsi que les défis rencontrés. Nous allons maintenant approfondir la question de la collaboration avec les acteurs communautaires du secteur privé. Cette collaboration est essentielle pour garantir une approche inclusive et adaptée aux besoins locaux. Pour en parler davantage, je cède la parole à Dr. Demba Traoré, médecin spécialiste en santé publique et en maladies infectieuses, avec 24 ans d'expérience professionnelle, dont 17 dans des ONG internationales telles que Intro Health International, Save the Children et JSI. Merci, Yaratou, pour avoir donné la parole. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous pour partager l'expérience de Intrael, l'expérience de Momentum par rapport à la mise en œuvre de la collaboration avec le secteur privé dans ces zones d'intervention. Pour le rappel, Momentum pour la résilience sanitaire intégrée fait partie de cette récompense innovante financée par l'USAID pour aider les pays en crise, notamment les pays en conflit et les pays avec les catastrophes naturelles, afin d'améliorer l'amélioration de la santé maternelle, non natale, infantile, la planification familiale volontaire et la santé de la reproduction. Donc, c'est un consortium de plusieurs organisations internationales. C'est un pays, ce qui couvre plusieurs pays dans le monde, dont le Mali, pour une période allant de 2020 à juin 2026, pour à peu près un budget global de 200 millions de dollars. Diapo. Donc, voici les partenaires. Donc, AMA qui est le lead, qui assure le lead du projet, JSI, Pathfinder, Gold, Care et HAP. Au Mali, nous avons essentiellement 4 partenaires, notamment JSI qui assure le lead dans le pays, AMA qui est représenté par Police Internationale, Pathfinder qui s'occupe du volet PF et Gold qui s'occupe de la résilience sanitaire. Diapo. Donc, concernant le Momentum au Mali, nous travaillons essentiellement dans la région de Gao et Tombouctou, où nous couvrons 2 districts, le district de Gao et le district de Tombouctou, pour 38 SESCOM, 18 à Tombouctou, 20 à Gao, et 4 cliniques privées, 2 à Gao, 2 à Tombouctou, bien sûr plus les CCRF. Mais aussi dans le cadre de la collaboration, nous travaillons avec 4 ONG locales, 2 à Gao et 2 à Tombouctou, notamment AMSS, GRIDEV, TASSAG et ADIC Sahel.
Diapo. Donc, dans le cadre de la collaboration avec les acteurs communautaires et du secteur privé, donc MIR a fait un certain nombre d'interventions et de collaborations dans ces zones d'intervention qui ont contribué à l'amélioration de la qualité des services offerts en matière de planification familiale. Diapo. Tout d'abord, dans le contexte, vous savez que la planification familiale contribue après à 30% pour la réduction des décès maternels, néonatals et infantiles. Mais force est de constater que la prévalence au Mali est encore faible, avec à peu près 17 de taux de prévalence sur le niveau des méthodes contraceptives modernes au niveau du pays. Et au niveau du pays, et pour des contraintes, bien sûr, de globes de tremblement qui ont été élevées. Cette situation est encore plus critique dans les zones d'intervention du projet, notamment les régions du Nord, qui est à peu près de 7% à Tombouctou et 3% à Gao. Et cela s'explique en grande partie par les barrières socioculturelles qui ont un poids très élevé, puis aussi à l'insuffisance d'informations des communautés, l'insuffisance des prestataires formés sur les méthodes de longue durée, le coût élevé et les problèmes d'accessibilité même aux méthodes dans ces zones. Cette situation était déjà pas du tout luisante avant la crise. Avec les événements de la crise, on a constaté le départ de beaucoup de prestataires qualifiés qui étaient formés. Donc, il faut renouveler les nouveaux prestataires pour les méthodes de longue durée. Les communautés, il y a beaucoup de déplacés. Et avec les problèmes des routes, la disponibilité des entrants des produits de santé reste un défi énorme. C'est dans ce contexte que MIR a apporté sa contribution au ministère de la Santé pour pouvoir améliorer les services dans ces zones d'intervention. Diapo. Donc, pour ce faire, notre intervention a porté sur 4 piliers essentiels. Le premier pilier, c'était le renforcement des capacités des prestataires de santé pour faciliter l'offre de services à travers la formation sur les méthodes de longue durée. À cet effet, nous avons formé à peu près une cinquantaine de prestataires dans les 2 ans d'intervention du projet sur les méthodes de longue durée et la compliance PF. Parce que la majorité des prestataires qui sont en fonction sont des nouveaux prestataires qui n'ont pas eu beaucoup de formation sur la technologie contraceptive de longue durée. Et même les anciens qui sont là, certains ont été formés il y a plus de 5 ans. Donc, certains ont perdu la main, surtout du fait qu'ils n'arrivent pas à pratiquer à cause des barrières. Les femmes n'utilisent pas les services. Le deuxième pilier de notre intervention porte sur la création de la demande. À cet effet, à travers la nouvelle initiative, le partenariat de l'USAID, le projet a recruté 4 ONG locales dont je viens de parler tantôt, 2 à Gao, 2 à Tombouctou, qui, en dehors du volet renforcement de leur capacité technique organisationnelle, ils étaient chargés de renforcer la création de la demande des services de PF au niveau communautaire. Et le troisième pilier de notre intervention porte sur l'offre des services. Donc, s'assurer que les services sont disponibles et que les communautés sont orientées vers les services. Et tous ces éléments ne peuvent être documentés sans un suivi et puis une documentation à travers l'utilisation des données dans le système d'information sanitaire. Diapo. Donc, ça, c'est sur cette diapo, sur le volet renforcement des capacités, nous voyons l'image à gauche et en haut de la formation sur la technologie contraceptive où on est en séance de démonstration de la formation. Aussi, au-delà de la technologie contraceptive, nous avons formé les prestataires et certains acteurs communautaires sur l'approche en PAFOI, qui est une approche de communication qui permet de réduire les barrières de communication entre les prestataires et les jeunes en particulier. Nous avons aussi introduit dans nos zones d'intervention la formation des services adaptés aux besoins des adolescents dans les CESCOM urbains de la ville, en collaboration avec le Conseil local des jeunes et aussi les organisations féminines. Ce sont des éléments importants qui permettent de faciliter la communication entre les prestataires, mais aussi que les jeunes, en tant que cible spécifique, puissent bénéficier facilement des services. Au-delà de ces formations, nous avons aussi formé les acteurs communautaires sur les violences basées sur le genre. Et ça, c'est une image de la célébration d'une journée lors du 16 jours d'activisme à Tombouctou, où les acteurs sont venus prendre des engagements. Donc, l'ensemble de ces paquets de formation ont contribué à améliorer la qualité de l'offre de services au niveau des centres de santé.
Diapo. Donc, sur le volet création sur le volet création de la demande, au total, durant la période de juin 2023 à août 2024, grâce à la mobilisation des acteurs communautaires et l'implication des ONG locales, le projet a pu organiser 172 séances de causerie éducative dans 38 aires de santé dans ces zones couvertes. Donc, ça, c'est le tableau qui donne la répartition des activités réalisées, des types de nombre de participants, le nombre d'activités réalisées selon l'intervention. Plus de 10 631 personnes ont été touchées par ces messages et cela a permis l'orientation de 1104 femmes chez les clientes qui ont exprimé le désir d'utiliser les services de PF ont été orientées vers les structures de santé pour avoir bénéficié des services de façon volontaire. D'accord. Concernant le pilier offre de services, nous avons d'abord fait un premier point l'identification des besoins en produits en fonction de la consommation mensuelle moyenne de chaque SESCOM. Cette analyse situationnelle nous a permis d'identifier les gaps et à partir de ces gaps, nous avons doté ces SESCOM en produits contraceptifs, y compris les cliniques privées, bien sûr, pour pouvoir faciliter l'observation et réduire les ruptures. Et le suivi de ces données, les données sont saisies dans le système d'information OSP Santé DHSU parce qu'il s'agit des produits de PF. Donc, il y a un système d'information OSP Santé qui est interopérable avec DHSU. Diapo. Donc, l'ensemble de ces interventions ont permis d'améliorer les indicateurs de PF dans ces zones d'intervention. Vous avez vu cette diapositive qui donne l'évolution, l'utilisation des indicateurs de méthodes, de nouvelles statistiques, des méthodes de longue durée, des méthodes courte durée, à partir de 2021, où l'intervention du projet a commencé dans ces zones par rapport à ce volet. Et nous constatons, à partir de la formation, qu'il y a une augmentation substantielle de l'utilisation des méthodes de longue durée. Cela s'explique par trois choses. La première, c'était la disponibilité des services parce que les prestataires sont formés. Le deuxième, c'était la création de la demande qui a été renforcée. Ça, c'est les éléments importants de la prise en charge. Diapo. Le même constat est fait à Tombouctou et nous voyons effectivement l'utilisation des méthodes qui a sensiblement été améliorée à partir de 2021. Et toutes ces informations sont extraites de DH2 dans ces zones d'intervention. Il faut noter que les données des cliniques privées, comme tantôt les collègues l'ont rappelé, les données des cliniques privées sont rapportées directement dans les aires de santé correspondantes. Donc, dans ces données, les cliniques privées lucratives, leurs données sont prises en compte dans ces indicateurs. D'accord. Ça, c'est le résultat concernant l'indicateur du couple année protection. Comme les indicateurs précédents l'ont montré, on voit quand même une évolution positive de l'utilisation des méthodes contraceptives et de couple année protection dans les deux districts Gao et Tombouctou. Cela prouve à suffisance la contribution de MIR dans l'amélioration des indicateurs de santé de façon générale et celui de la PF en particulier. D'accord. Donc, malgré ces résultats encourageants, il faut noter quand même qu'on est toujours confronté à un certain nombre de difficultés qui persistent. Le premier point, c'est la persistance des pesanteurs socio-culturels. Il faut reconnaître que dans ces zones du Nord, le poids de la religion, le poids des traditions, les traditions sont pas très élevés. Donc, c'est pas du tout évident de les lever du jour au lendemain. Mais des progrès ont été accomplis parce qu'on a eu l'opportunité de travailler avec les religieux, avec les légitimités traditionnelles qui contribuent à nos activités. Je pense, à travers les ONG locales, je pense que GRIDEP partage cette expérience avec nous. Le deuxième point, c'est concernant le faible niveau de coordination avec les acteurs au niveau local, parce que à cause de la restriction de la loi 16 008, nous ne pourrons pas travailler avec les services publics de l'État. Donc, alors que eux, c'est les éléments importants dans la coordination des partenaires au niveau du terrain. Et le dernier point que j'allais noter, c'est aussi la prise en compte des produits contraceptifs dans les commandes. Très peu de SESCOM, sinon pratiquement aucun SESCOM ne commande les produits PF
conformément à ce que le schéma directeur de l'approvisionnement recommande. Et ça, c'est un grand handicap pour éviter, pour éviter les ruptures. Voilà en gros les éléments que je voulais partager avec vous. Merci, je passe la parole à Oumar Matou pour la suite de la présentation. Je vous remercie. Les questions sont les bienvenues. À vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci Demba de m'avoir introduit. C'est un honneur pour moi de vous présenter l'expérience de GRIDEV dans la mise en œuvre des activités de la création de la demande et d'accès aux services SRPF dans le district sanitaire de Gao. Pour ce webinaire, nous avons choisi le dialogue intergénérationnel. Diapo. Donc, l'objectif de ces dialogues est de réduire les barrières socio-culturelles qui empêchent les jeunes et les adolescents d'avoir accès aux services SRPF à travers un cadre d'échange et de partage d'expériences dans un contexte local. Donc, pour l'atteinte de résultats escomptés, nous avons adopté 4 méthodologies. La première, c'est la collaboration avec les acteurs communautaires, c'est-à-dire l'implication des leaders d'opinion, les leaders religieux, les leaders jeunes et femmes dans la mobilisation et la mise en œuvre effective des activités. La deuxième, c'est les exposés illustrés à travers les cartes en pathway. Les cartes en pathway, ce sont des cartes contenant des scénarios et questions relatifs à la PEF, permettant de développer l'empathie entre prestataires et jeunes. La troisième, c'est les questions-réponses et la dernière, c'est les témoignages et partage d'expériences. Le projet avait démarré en juin 2023 et puis fin en septembre 2024. Entre cet intervalle, nous avons réalisé 16 dialogues dans les 6 scopes urbains du district sanitaire de Gao. Ces séances ont permis de regrouper 10 073 participants, dont 299 hommes et 774 femmes, répartis entre 640 jeunes et 433 aînés. L'organisation de ces séances a permis également d'orienter 90 nouvelles utilisatrices vers leurs SESCOM respectifs. Donc, vu les obstacles liés à la PEF, cette expérience a eu également des impacts sur certains tabous et croyances sociales, à savoir l'interdiction de la PEF par l'islam. Les non-mariés n'ont pas le droit d'utiliser les services PEF. La PEF encourage la prostitution. D'où le témoignage d'un leader jeune de l'aire de santé de Boulgounier au nom de Ibrahim Abdrahman Diapo, qui stipule qu'au démarrage des causeries, certains chefs de famille nous chassaient même et nous considéraient comme des enfants mal éduqués. Mais grâce au courage de l'équipe, ces considérations sont derrière nous maintenant. Je suis particulièrement fière que certains jeunes filles et garçons peuvent échanger directement avec leurs parents. Ces témoignages mettent fin à la présentation. Merci de votre aimable attention. Alors, merci à nos orateurs pour vos présentations très éclairantes. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre webinaire, le panel de discussion. Je vais poser quelques questions à nos intervenants, mais je vous encourage tous à utiliser la fonction Q&A de Zoom pour pouvoir poser vos questions. Et après celle-ci, nous pourrons passer à la session de questions-réponses. Merci. Alors, les premières questions de ce panel vont se poser sur les collaborations avec le secteur communautaire du privé. Cette première question s'adresse à Dr. Demba Traoré. Quel rôle jouent les leaders religieux et les figures communautaires dans la transformation des perceptions et des pratiques autour de la santé reproductive et comment favorisez-vous leur implication? Dr. Demba?
Merci, je suis là. Merci, Jaratou, pour la question. Effectivement, cette question est très pertinente et je pense que la transformation des perceptions des communautés autour de la santé est importante si nous voulons que les indicateurs de santé s'améliorent. Il faut noter que dans nos sociétés traditionnelles, les religieux, les légitimités traditionnelles sont les garants des us et coutumes. Ils sont aussi ceux qui les transmettent entre générations. Malheureusement, la santé de la reproduction ne fait pas exception à cette règle. De ce fait, toute intervention d'un changement social en faveur de la santé de la reproduction nécessite leur implication et dans le processus de planification, et dans l'exécution et dans le suivi. Et comme le langage le dit, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est contre moi. Donc, s'ils ne sont pas impliqués, ils voient que nos interventions sont contre les traditions et doivent s'opposer. D'où la nécessité de les associer à toutes les étapes de la mise en œuvre des programmes en matière de santé et de la reproduction. Merci Merci, à docteur. vous. Merci, docteur Traoré. Nous restons toujours sur le thème de la collaboration avec les acteurs communautaires du secteur privé. Cette deuxième question s'adresse à Oumamatou Touré. Quels sont les principaux facteurs nécessaires pour maintenir la collaboration entre les acteurs du privé et les communautés locales afin de garantir le succès à long terme des programmes de planification familiale? Bonjour, merci Jaratou. D'abord, les principaux facteurs pour maintenir la collaboration avec les acteurs communautaires, avec les secteurs privés. En un premier temps, il faut d'abord faire des rencontres, organiser des rencontres entre acteurs communautaires et secteurs privés. La deuxième, c'est l'implication de chaque acteur au niveau de la réalisation des activités au niveau communautaire. La troisième, les secteurs privés doivent former les prestataires des centres de santé vers les structures d'offre de services PEF. Merci. Deuxième, nous allons transitionner sur le rôle du secteur privé et pour cela, nous allons nous tourner vers Bintou Traoré. Pouvez-vous partager des exemples spécifiques à votre travail au Mali où le secteur privé a comblé des lacunes dans le système de santé publique, notamment en ce qui concerne les services de santé reproductive? Merci, Jaratou, pour cette question. Au Mali, un PhD cherche toujours à combler les lacunes du système de santé public de façon générale au Mali, mais cette contribution est toujours en voie d'amélioration parce que le processus de consolidation du secteur public et privé est toujours en cours. Et il reste quelques améliorations à faire ou quelques efforts à faire dans ce sens-là. Par ailleurs, je souhaite clarifier ou noter que grâce aux interventions du projet MPHD, la capacité du secteur privé a été renforcée pour pouvoir contribuer énormément à la disponibilité et à l'accès à des services de la reproduction, de la santé et de la reproduction à travers la prestation des services. Et cela, en tant que tel, constitue ou contribue énormément à l'amélioration de la santé de la reproduction au Mali. Merci. Merci, Bintou. Et toujours pour rester au niveau de la collaboration entre le secteur privé et dans l'amélioration des services de planification familiale, nous allons nous tourner vers Dr. Afo Traoré. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur les principaux défis auxquels vous faites face lors de la collaboration avec des acteurs du secteur privé pour améliorer ces services de planification familiale, notamment en termes d'alignement des ressources d'attente ou d'infrastructures? Merci, Yaratou, pour cette question. Alors, ces défis sont assez. Il s'agit de défis de la disponibilité des ressources financières afin d'assurer la formation
le suivi post-formation, la supervision et l'évaluation des prestations des établissements de santé en charge de la mise en œuvre et ou accompagnement des programmes de planification sanitaire, planification familiale, pardon. Il y a un défi aussi qui est la disponibilité de fonds pour une implication permanente de la communauté dans les activités de la planification familiale. Un autre défi, c'est la disponibilité des moyens logistiques et de fonctionnement pour la mise en œuvre des activités et ensuite le renforcement du plateau technique en termes de disponibilité de matériel, d'infrastructures adéquats pour la mise en œuvre des activités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous avons entendu parler des différentes expériences que vous avez eues en implémentant les différents projets par vos équipes respectives. Nous aimerions un peu nous porter sur la question de la durabilité et des leçons que vous avez tirées. Nous allons nous tourner vers Dr. Demba Traoré, qui travaille plus avec les acteurs communautaires du privé. Alors, nous aimerions savoir comment est-ce que vous arrivez à mesurer la durabilité de l'implication du secteur privé dans ces initiatives de santé et quelles leçons avez-vous tirées des défis rencontrés? Merci, Yaratou, pour cette question très pertinente. Je pense que l'expérience que nous avons tirée de cette collaboration pour avoir plus de durabilité, le premier élément important, c'est l'engagement des acteurs communautaires et du secteur privé. Il faut, tant que leur niveau d'engagement n'est pas à un certain niveau, on ne peut pas espérer avoir la durabilité. Le deuxième élément important, au-delà des engagements, il faut qu'ils se sentent, qu'ils s'approprient les interventions planifiées, les interventions du ministère de la Santé à haut impact, il faut qu'ils s'approprient et qu'ils soient associés à tout le processus de la conception, de la planification et dans l'exécution. Cela ne peut se faire aussi sans prendre en compte leurs besoins de renforcement de leurs capacités. Parce que le secteur privé n'est pas toujours associé dans le volet renforcement des capacités, ils n'ont pas toujours bénéficié de l'accompagnement qu'ils méritent en tant que partie intégrante du système de santé. Donc, il est important que cette collaboration soit renforcée par un climat de confiance et reconnaître la valeur que les acteurs communautaires peuvent apporter, le secteur privé peut apporter dans l'amélioration du système de santé. Notre leçon qu'on a appris, nous avons retenu essentiellement que toutes nos activités qu'on a planifiées avec les acteurs communautaires, que ce soit les légitimités traditionnelles, que ce soit les religieux, que ce soit les associations et les groupements féminins, nous avons réussi à mobiliser les personnes. Plus la mobilisation a été très grande. Et quand la mobilisation est grande, ça donne toujours l'opportunité aux gens d'accéder à l'information. Et quand les gens sont accès à l'information, ça facilite l'utilisation des services. Ça, c'est vraiment l'une des réussites de MIR dans ces zones d'intervention. C'est cette capacité à mobiliser suffisamment les acteurs communautaires, à créer un cadre de synergie, de responsabilisation des acteurs communautaires, même y compris dans la mobilisation des ressources locales pour mener certaines interventions. Et ça, c'est un élément très important. Le deuxième élément important pour faciliter la durabilité des interventions, c'est de tenir compte des réalités locales, notamment dans la communication, les aspects des langues locales, les aspects des traditions locales doivent être pris en compte dans les activités de communication. Et ça facilite l'acceptation des messages et l'acceptation de participation dans les activités. Mais malgré ces leçons apprises, nous avons aussi un défi qui, j'avais dit tantôt, et que nous sommes en train de travailler là-dessus, c'est encore le niveau d'adhésion des leaders religieux est encore faible, est encore faible. Et nous sommes en train de renforcer cette collaboration pour encore améliorer, parce que les religieux ont un poids très important dans l'acceptation des interventions en matière de planification familiale et leur mot compte. Voilà en gros ce que je voulais dire en termes de leçon un peu de défi par rapport à votre question. Je vous remercie. Merci, Dr. Traoré. Alors, pendant cette présentation, nous avons eu à vous entendre parler des services de santé que vous essayez
de prioriser pour différentes populations et différents groupes. Alors, nous aimerions un peu parler des adolescents et un peu comment est-ce que vous arrivez à répondre aux besoins de ces jeunes-là. Alors, pour cette question, nous allons nous tourner vers Oumamatou. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée de comment est-ce que le secteur privé, avec les dirigeants et les acteurs communautaires, peuvent répondre aux besoins des adolescents en matière d'accès aux services de planification familiale et de santé reproductive? Merci, Jaratou. Pour que les secteurs privés, y compris les dirigeants et les acteurs communautaires, peuvent répondre aux besoins des adolescents en matière de santé, il s'agit tout d'abord, en un premier lieu, de renforcer les capacités des prestataires sur l'offre de services SRPF. En deuxième lieu, aider à la disponibilité et accessibilité des produits SRPF aux ados jeunes dans tous les centres de santé, que ce soit public ou privé. La troisième, c'est renforcer les connaissances des ados jeunes qui sont les principales cibles sur les avantages et importances de la PEF, tout en renforçant les campagnes de sensibilisation sur la PEF au niveau communautaire. La quatrième, c'est l'appui conseil aux adolescents en cas d'éventuels problèmes liés à la SRPF. Et voilà, c'est tout. Le thème de la collaboration avec les acteurs communautaires et les acteurs locaux, nous allons nous tourner vers Bintou Traoré. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que le secteur privé travaille-t-il avec les organisations et les acteurs locaux pour s'assurer que leurs services répondent aux besoins de la communauté? Merci pour la question. Au niveau du projet MPHD, les interventions du projet en tant que tel mènent les activités de mobilisation sociale au sein des communautés à travers l'organisation des journées promotionnelles et des journées portes ouvertes en faveur de la santé et de la reproduction. Et cela est effectué à travers aussi nos agents de communication interpersonnelle et le réseau des jeunes ambassadeurs pour sensibiliser et aussi donner l'opportunité à la population de comprendre et aussi avoir une bonne connaissance des avantages et la disponibilité des produits ou des services de la santé et de la reproduction au sein de leur communauté. Et bien au-delà de cela aussi, le projet offre à travers la collaboration avec les structures, les établissements de santé privés, travaille avec eux pour offrir ces services à des coûts beaucoup plus réduits pour permettre à la population de bénéficier de ces services-là en question. Également, pour la pérennité ou la durabilité de ces actions, les organisations de la société civile, telles que les groupements de femmes et de jeunes et les partenaires aussi financiers contribuent à l'accompagnement et l'appui financier aussi de ces activités pour que cette promotion des services de santé et de la reproduction continue au sein des communautés. Merci. Et nous aimerions un peu plus avoir plus d'informations sur les facteurs qui sont nécessaires pour maintenir la collaboration entre les acteurs du secteur privé et les communautés locales afin de garantir le succès à long terme des programmes de planification familiale. Alors pour cette question, nous nous tournons vers Dr. Afo Traoré. D'accord. Donc, Diaratou, merci pour cette question. Il faut reconnaître qu'il faut impérativement une implication de la communauté dans les activités des programmes de planification familiale à travers la sensibilisation et la communication. Il faut la disponibilité permanente des produits et des soins de la planification familiale dans les établissements de santé privés, surtout les officines aussi pharmaceutiques. La disponibilité des ressources humaines formées aussi dans les établissements de santé privés et des officines pharmaceutiques. Bon, il faut un contact régulier, autrement dit permanent, entre le bureau exécutif du secteur privé de la santé
et ses membres qui sont en contact direct et permanent avec les populations respectives. Je vous remercie. Merci. Alors, j'aurais une dernière question pour Dr. Demba Traoré. Nous aimerions savoir comment est-ce que le climat politique actuel du Mali a-t-il impacté vos activités et comment avez-vous eu à adapter celles-ci pour garantir que les populations puissent toujours avoir accès aux services de santé? Merci, Yara, pour la question. Effectivement, compte tenu concernant la situation politique actuelle du pays, je pense depuis 3 ou 4 ans, fait qu'il y a des restrictions de collaboration en matière de paix avec les services publics de l'État. C'est qu'on appelle couramment la loi 7008 qui empêche toute collaboration entre les services publics et les projets de l'USAID en situation de crise politique. Donc, mais cela n'a pas handicapé le projet parce que le projet, comme son nom l'indique, on est dans l'intégration et la résilience. Donc, le projet est beaucoup plus focalisé sur les communautés, sur les communautés. Et vraiment, depuis le démarrage du projet, notre axe d'intervention principal, c'est la collaboration avec les partenaires locaux sur le terrain. Et à cet effet, on a même un protocole écrit signé entre les parties prenantes, notamment les ASACO, les collectivités, la FELASCOM, les cliniques privées, ont signé un protocole de collaboration avec le projet. Donc, du moment qui définit les rôles, les engagements de tout un chacun. Et cela a facilité la mise en œuvre du projet dans les zones d'intervention du projet. Au niveau opérationnel, on a aussi, au-delà de cette collaboration, nous avons recruté des ONG locales qui sont issus de la communauté, qui comprennent les enjeux, le contexte socio-culturel de ces zones pour favoriser la création de la demande et l'orientation des clients vers les services de santé, que ce soit les cliniques privées, que ce soit les SESCOM. Donc, tous ces aspects de collaboration multisectorielle, ces aspects d'intervention holistique qui met en œuvre plusieurs partenaires, plusieurs interactions, ont permis vraiment à l'amélioration de l'offre des services malgré le contexte difficile. Bien sûr que la crise sécuritaire fait qu'on est obligé d'adapter nos activités en fonction de l'évolution de la crise. Souvent, la crise fait qu'on ne peut pas accéder à certaines communautés pendant un temps donné, mais une fois la situation s'améliore, on travaille, mais on a toujours des relais dans la communauté qui permettent de faciliter le travail sur le terrain. Voilà, c'est vraiment cette expérience qui nous a permis d'avoir les résultats dont nous sommes fiers de partager avec vous. Je vous remercie. Merci Demba, merci à tous pour vos réponses à ces questions-là. Nous allons maintenant nous tourner vers les questions de notre audience. Alors, j'aimerais toujours encourager les participants à poser leurs questions dans la fonction Q&A. Alors, nous allons maintenant commencer avec une question de Kihada Jackie. Et cette question s'adresse à Bintou. Pourquoi avez-vous choisi de travailler seulement avec le secteur privé et non les secteurs conventionnés intégrés? Merci, Jaratu. Et merci aussi pour la question. MPHD, qui a pour mandat vraiment de travailler avec le secteur privé. Donc, c'était un mandat reçu du bailleur, qui est l'USAID. Et en plus de cela, je pense que cela était pour répondre au fait à la demande, qui constitue aussi l'amélioration de la qualité des services au sein des structures privées. L'USAID a actuellement un certain nombre de projets qui ciblent beaucoup plus le secteur public, donc raison pour laquelle ce projet a été spécifiquement formulé pour répondre aussi aux besoins du secteur privé. J'espère bien que cette réponse va permettre aussi de mieux comprendre ou répondre à la question qui a été posée. Merci. Merci Bintou. Alors, nous allons passer à la question suivante. Alors, cette question-là s'adresse à tous les membres de notre panel. Cette question vient de Fanta Diakité et elle aimerait savoir
pourquoi est-ce que les médias ne sont pas pris en compte ou impliqués comme acteurs à part entière dans la mise en œuvre de Momentum? Alors, Ça, je Moi, vais me lancer. ok. Par rapport à ça, après, je vais passer la parole à mon collègue pour me compléter au besoin. Je pense que les médias sont des partenaires de la mise en œuvre des projets. En tout cas, dans l'expérience de MIR, je sais que nous avons beaucoup de messages qui sont diffusés sur les radios URTEL. Les acteurs communautaires souvent mènent des activités avec les communicateurs, les journalistes, les réseaux des jeunes ambassades. Du moins, les médias sont utilisés. Peut-être on n'a pas un contrat formel comme partie prenante, mais dans la mise en œuvre, nous collaborons avec les acteurs de la communication pour faciliter la création de la demande et améliorer l'accès à l'information des services. Ça, une expérience, même dans les zones difficiles qui sont les régions du Nord, MIR a cette expérience sur le terrain. C'est cette part que je voulais partager. Donc, docteur, le collègue peut me compléter. À vous. Ok. Donc, moi, je voudrais parler au nom de l'Alliance du secteur privé. Alors, il faut reconnaître que l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali, dans le souci de communiquer sur les différents programmes et les enjeux sanitaires, est allée jusqu'à pratiquement aller vers les médias. C'est pour cette raison que vous allez trouver qu'au niveau du secteur privé de la santé au Mali, il y a une composante qui est déjà dédiée carrément à la communication et qui est occupée par certainement la nommée Fanta Diakité, qu'on appelle le REMAPSEN. Le REMAPSEN est une composante du secteur privé de la santé. L'Alliance du secteur privé regorge chez nous au Mali euh, les, les, les prestateurs de communication, les communicateurs ou les communicatrices de santé au Mali. Donc, vous voyez que même, c'est le lieu de spécifier aussi même les manuels de procédure que le projet MPHD à travers PIC Mali a élaboré au nom de l'Alliance du secteur privé. Il y a une partie pratiquement qui concerne carrément comment la communication doit être menée au sein de nos organisations dans le cadre de la bonne gouvernance. Je crois bien que elle joue la composante communication joue pleinement son rôle au sein de l'Alliance du secteur privé parce que c'est une partie tellement importante que notre plan de communication pratiquement a été rédigé par la composante euh, communication. Voilà. alors, merci pour ces réponses-là. Nous avons une question de Ramatoulaye Diallo et cette personne aimerait savoir quelle est la place des religieux qui sont très importants dans l'influence des prises de décision. Je pense que ma première intervention portait sur ça. Les religieux sont des croix de transmission des us et coutumes dans nos sociétés et par conséquent, ils sont incontournables. Ils sont très influents sur tous les plans pour pouvoir faciliter le changement de comportement. Et ces religieux sont partie intégrante des aspects de communication, en tout cas pour tout projet qui veut avoir des résultats en matière de création de la demande, les religieux sont incontournables. Et on doit les traiter comme tels, en tant que partenaires privilégiés dans tout le processus d'identification des besoins, de la planification des activités, la mise en œuvre, le suivi et l'exécution, et tenir compte de leur approche et de leur concept. Souvent, ils doivent être même des facilitateurs de certains aspects de la communication si nous voulons avoir des résultats. C'est ce que je voulais ajouter. Peut-être Bintou pourra me compléter dans ce sens. Merci. Si je peux avoir la parole. Voilà, donc c'est pour aborder le même sujet en appuyant Dr Traoré, bien sûr. Vous savez, au niveau de l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali, il y a les confessionnels chrétiens et les confessionnels musulmans. Ils constituent la branche du secteur privé euh, concernant les religieux. Raison pour laquelle ils sont membres même. D'ailleurs, le vice-président, disons, le poste de
le secrétaire, le secrétaire général adjoint revient aux religieux, confessionnels chrétiens. Et donc, c'est pratiquement une partie prenante. Tout ce qui se fait se fera avec eux. Ils sont au courant de tout. Ils sont organisés aussi en fêtière, comme je l'ai dit, en fêtière reconnue par l'État et ils participent à toutes les activités du secteur privé. Mais il faut reconnaître que c'est le secteur privé à but non lucratif. Ils sont classés dans le secteur privé à but non lucratif, tout comme les CSCOM. Voilà. C'est ce que je voulais apporter comme réponse. Merci, Dr. Traoré. Bintou, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce point? Je pense que mes prédécesseurs ont déjà tout dit, juste pour réitérer au fait le point concernant les leaders religieux qui représentent vraiment la porte d'entrée pour tous les projets, spécialement quand il s'agit des questions liées à la planification familiale, la santé et la reproduction. Donc, ils jouent un rôle très capital pour la mise en œuvre de ces activités. Donc, nous travaillons énormément avec eux pour la réalisation des activités. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir pu élaborer sur le rôle essentiel des acteurs religieux dans l'implémentation des projets pour nos communautés qui travaillent effectivement avec vous pour pouvoir améliorer les normes et pour pouvoir influencer les communautés à avoir à suivre des méthodes de santé euh, qui seront efficaces et bénéficielles pour eux. Alors, nous allons passer à une autre question. Alors, celle-ci vient de Célin Jimmy Ramahavori. Désolée si j'arrive pas à bien prononcer votre nom. Et il aimerait savoir les raisons pour lesquelles, je crois qu'elle a déjà été un peu répondue dans le chat, mais il voulait savoir un peu les raisons pour lesquelles les produits de planification familiale n'étaient pas pris en compte dans les commandes de CSM Coms et pourquoi les CSM Coms ne font pas partie des commandes de produits de planification familiale. Merci. Je pense que c'est une question qui correspond à ma présentation. Je disais, effectivement, les produits PF font partie des médicaments essentiels dans le système de santé du Mali. Et par conséquent, dans le paquet des produits qui doivent être disponibles, c'est ce qu'on appelle les produits PF. La réalité, c'est que ce pas des produits qui sont rentables pour les SESCOM. Du coup, les ASACO, de façon volontaire, préfèrent ne pas faire la commande parce que ce n'est pas rentable. L'autre point, c'est ces services aussi, souvent, les produits, quand il n'y a pas beaucoup d'utilisatrices, les produits périment au niveau du dépôt. Et c'est une perte pour la SACO. Donc, ce sont ces éléments-là qui font que souvent, ils hésitent. Je limite à commander parce que ce n'est pas très rentable pour eux. Mais au-delà de ça, il y a aussi du fait que dans le suivi du système de santé, on doit se rassurer que ces éléments sont pris en compte. Parce qu'il y a aussi un renforcement du système de suivi. Parce que la SACO peut ne pas faire, mais il y a le district, il y a la région, qui dans le système de supervision et de suivi doit veiller au respect des politiques, normes et procédures qui exigent la disponibilité des produits dans les points de prestation. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui influencent par rapport à ces éléments-là. Mais essentiellement, c'est vraiment au niveau communautaire, souvent, ils trouvent que ce n'est pas très rentable pour eux. C'est pour cela qu'ils ne les commandent pas. Bon, je sais que dans le contexte spécifique du Nord, souvent les produits sont demandés, mais comme l'approvisionnement du Bamako vers le Nord est difficile à cause des problèmes d'accessibilité géographique, de routes et consorts, ces commandes ne sont pas toujours satisfaites. C'est fait que souvent ces produits manquent dans ces zones, donc les gens trouvent les moyens B pour s'approvisionner par d'autres moyens pour pouvoir avoir ces produits chez eux. Je pense que c'est ce que je voulais dire à ma collègue et que sa question aussi. Je vous remercie. Merci. Merci, Dr. Demba. Alors, nous avons une dernière question. Celle-ci sera pour Dr. Bourima Traoré. Alors, nous aimerions savoir, est-ce que vous aviez des recommandations pour renforcer les capacités et les relations entre les prestataires du secteur privé et ceux du public afin d'améliorer la qualité des services pour les populations? Oui, effectivement, nous avons des recommandations pour une amélioration de la qualité des services de santé pour les populations.
Pour une amélioration, nous proposons que la signature du mémorandum entre le secteur privé, qui est un gage d'engagement des deux parties. Au Mali, nous avons l'arrêté instituant le cadre de dialogue et de concertation publique-privée a été signé pratiquement, mais nous voudrons qu'il y ait ce mémorandum qui est sur la table du ministère et que nous croyons que la semaine dernière, on allait même pouvoir signer. Et cela engage les deux parties à collaborer, parce que c'est une collaboration étroite qui est recherchée et c'est aussi une recommandation. Donc, nous voudrions vraiment que ce mémorandum soit signé. Aussi, pour le fonctionnement du cadre de dialogue et de concertation qui a été créé par l'arrêté, le fonctionnement tarde à venir. Donc, nous voulions un fonctionnement de ce cadre de concertation qui permet au secteur privé et au secteur public d'échanger sur les problématiques liées au système de santé. Et aussi, assurer la formation conjointe et continue par les professionnels des deux parties. Donc, nous voudrions que le secteur privé soit pris en compte dans les formations du secteur privé et que le secteur privé donne au secteur public. Le secteur public, disons, offre aux autres secteurs. Donc, nous voudrions que nous soyons concernés par cette formation. Nous voudrons mettre l'accent aussi sur le respect des politiques, normes et procédures à travers le suivi post-formation et la supervision formative. Donc, nous voudrons qu'il y ait une assurance sur le plan de communication ouverte et régulière entre le secteur public et le secteur privé. Donc, ce sont ces différentes recommandations que nous voudrions parce que il faut reconnaître que dans les jours à venir, surtout avec le projet de localisation qui est prôné par l'USAID, nous voudrions vraiment que le secteur privé puisse avoir un engagement ferme. Hein. Et aussi, je ne vous ai pas parlé de la charte. Il y a la charte aussi qui attendent la signature parce que c'est dans cette charte-là qu'est définie pratiquement les modalités de fonctionnement, les restrictions, les limites des deux parties et les engagements qui sont aussi stipulés dans le document de la charte. Donc, moins quand on arrive à signer le mémorandum qui pourra définir ce qu'on appelle l'engagement du secteur privé qui est tant recherché parce que sans cela, nous trouvons que le partenariat est à moitié complet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Afo Traoré. Et cela met fin à notre session de questions-réponses. J'aimerais vous dire merci à tous pour cette discussion qui a été très enrichissante, pour les réponses à ces questions qui ont été très pertinentes de notre audience. Et nous aimerions vous dire merci encore une fois. Et merci à notre audience pour avoir participé de manière très active lors de cette session de questions et réponses. Alors, nous avons tous pu entendre le rôle du secteur privé dans l'amélioration des services de santé reproductive en contexte fragile est très essentiel. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, il existe de nombreuses opportunités pour renforcer les partenariats et les actions dans ce domaine. Alors, nous aimerions demander aux participants de remplir l'enquête de satisfaction. Nous allons partager le lien dans le chat. Et nous aimerions que vous puissiez nous donner un peu un retour sur ce webinaire et les partager avec nous. Et les ressources présentées aujourd'hui seront également envoyées après le webinaire. Alors, nous espérons que ce webinaire vous a apporté de nouvelles perspectives et des idées concrètes pour progresser dans ce domaine crucial. Encore une fois, je tiens à vous dire merci et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci à vous.